Oui, ça va. Bon, bah c'est l'essentiel, hein. Moi, je vais bien. Je suis bien. Tout va bien là dans ma vie. Posée en nature, ça me fait du bien. C'est beau, c'est agréable. Il y avait un cours de... Je sais pas si c'est du canoë ou du kayak. Je fais pas la différence, mais c'était marrant. Il y avait des petits qui viennent de passer devant moi. Et ça s'embrouillait. Mais tiens la barque. Mais non, mais pagaie. Mais de l'autre côté. C'est marrant. Tu pratiques la méditation? Moi aussi, j'adore. C'est vrai que la méditation, je sais pas si je considérais ça comme un sport, mais en quelque sorte, ça peut être un sport de l'âme, un sport de la paix peut-être, quelque sorte. En tout cas, c'est vrai que c'est une pratique qui, de préférence de manière régulière, apporte ses effets sur la santé, donc en somme, à la fois sur la santé physique, sur la santé émotionnelle et sur la santé mentale. Et tout bonnement, c'est se connecter à son âme finalement. On le recommandera jamais assez, hein, de s'intéresser à son intériorité pour être en paix, d'abord à l'intérieur, puis ensuite la voir autour de nous, quoi, la cultiver en nous et... Ah, merci pour la glace, cette saison, un peu, du coup, t'as fait revenir le soleil là. Est-ce qu'il faut avoir de la patience pour faire du yoga efficacement? Alors le yoga, je fais pas de yoga. Par contre, pour la méditation, oui. Enfin, un live où on trouve un peu de réconfort loin du tumulte de la toile. Ben, bienvenue. Le yoga, c'est plus lié à aussi des positions du corps, ça devient un peu plus physique. Que la méditation, c'est plus un état d'être dans lequel on se plonge pour... eh bien, bienvenue Djibril. Merci, coucou. Ça fait plaisir de vous voir. N'hésitez pas, comme d'hab, si vous avez des questions ou autres. La méditation, c'est un état dans lequel on se met pour réguler son système entier. Donc ça va passer par tendre à faire taire ses pensées, se reconnecter à ses émotions et ses sensations et réussir à atteindre un statut où... un état dans lequel, si tu veux, t'es dans le lâcher prise, tu laisses ce qui vient de l'intérieur de toi te traverser et tu es aussi dans l'accueil de ce qu'il y a à l'extérieur sans ne rien prendre, sans t'agripper à rien, pour réussir à te retrouver dans un état de flow en communion avec, tu vois, ce qui est à l'intérieur de toi et ce qui est à l'extérieur de toi, ce qui va faire en sorte que tu te sentiras à ta place, en paix, apaisé, au bon endroit, au bon moment, dans une espèce de plénitude qui te rendra vraiment en conscience, tu vois. Et ça, avec le temps, tu vois, des petits moments, ça peut se faire par-ci par-là, puis des durées de plus en plus longues, parce que au départ c'est un peu difficile de pas s'agripper aux pensées, de pas ressentir physiquement des gênes, mais ça s'acquiert au fil de la pratique et ensuite on atteint parfois des états dans lesquels on peut même voyager en soi et voyager aussi au-delà. Salut Satch. Satch, pardon. Mais merci. Un total détachement en quelque sorte avec le monde extérieur, si j'ai bien compris, oui. Et aussi un lâcher prise avec son monde intérieur et tout ce qui pourrait nous se jouer en nous. Parfois, il y a aussi du coup des choses inconscientes qui se révèlent dans ces moments-là. Et c'est l'occasion de les traiter et de venir les pacifier quand... Comment dire, si par exemple tu commences à méditer, tu essaies de te calmer, puis tu as une pensée qui passe, puis tu n'arrives pas à te décrocher, à la laisser filer, bon bah ok, c'est ok, faut pas se juger et tout, puis petit à petit on laisse couler. Peut être comme l'air, comme une rivière ou quelque chose comme ça, de mouvant. Au-delà, c'est astralement, ben ça peut l'être. Ça peut l'être. Pour atteindre des dimensions astrales, il n'y a pas que la méditation, mais c'est vrai que c'est un moyen d'y aller.
Le truc ultime, c'est d'être heureux de juste s'asseoir dans un bon environnement. Ma foi, à qui le dis-tu? Salut Momo. Je suis ressourcée avec la famille la semaine dernière, c'était incroyable, je te raconterai. Ben, avec plaisir. Prenez soin de vos proches, des gens qui comptent pour vous, autant que vous prenez soin de vous. Ce qui compte, c'est de vivre. On est tous dans le même bateau, sur la même planète, et donc plus on aura de belles relations, mieux on se portera tous, quoi. On a tous besoin des autres, même si notre expérience elle est individuelle et que on est responsable de nous-mêmes et de nos propres besoins. C'est toujours, ça fait partie de la vie aussi d'être complémentaire et de se connecter avec des personnes pour créer du lien, partager des moments de convivialité et autres. C'est ni mieux de méditer le jour ou la nuit, c'est mieux de méditer quand toi tu as le temps de le faire et l'envie de le faire pour toi-même. C'est jamais... faut faire tomber les barrières et les règles, justement. Tu peux le faire à ta manière, il y en a qui le font assis, il y en a qui le font allongé, et ça, c'est propre à chacun. Qu'est-ce que je pense des rêves prémonitoires? Bah dis donc, Satch. C'est cool. Oui, il faut jamais culpabiliser de ne pas réussir à faire les choses. On fait de notre mieux à chaque instant. Qu'est-ce que je pense des rêves prémonitoires? J'en pense pas grand-chose, moi, là-dessus. Je pense qu'on a tous des dons et des capacités qui nous sont propres et qui méritent d'être, qui se développent et qui se laissent appréhender au fur et à mesure qu'on chemine, soit à travers un éveil spirituel, soit simplement en nous, ou peu importe la manière. Et les rêves prémonitoires, ça en fait partie. Il y a des personnes qui vont être plus facilement connectées avec des dimensions comme la 5D à travers leurs rêves, et d'autres qui vont pas du tout s'en souvenir, etc. et qui pour autant auront d'autres capacités comme, je sais pas, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience et autres. Mais vas-y, donne-moi ton avis, Satch. Parle-nous de tes rêves. Allez, on est sur une thématique de rêve. Bon, bah c'est parti. Merci Aviator. Lumineux mardi éveillé. Mais oui, lumineux mardi éveillé à tout à chacun. Profitez-en. Prenez soin de vous. Profitez de cette belle journée et toutes celles qui vont venir aussi. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bienvenue. Là, on est parti sur les rêves. Donc, je vais répondre à l'instinct parce que je suis pas spécialiste, mais on peut en discuter avec plaisir. Et si vous aussi, vous avez des connaissances et des compétences là-dessus... Attendez, je suis en train de retirer mes chaussures. Ah. Salut Moussa, bienvenue. Quand on atteint un certain niveau en méditation, il est possible de développer alors là, je sais pas comment je suis censée prononcer ce mot. South. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi, ça? Peut-être que... je n'ai pas le terme, mais ça m'intéresse. Moi, je fais plus de cauchemars que de rêves. Est-ce que c'est normal? Eh ben, là, vraiment, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce que c'est récemment? Est-ce que ce sont des cauchemars récurrents? C'est toujours la même thématique, ou ça varie? Je pense que... il y a peut-être quelque chose à aller voir quand même, parce que uniquement des cauchemars, c'est peut-être désagréable, et ça mériterait d'aller voir ce qui te travaille dans ton inconscient pour qu'une fois relâché et endormi, ce soit ces pensées-là qui se révèlent à ton âme, quoi. Bonjour Doki, bienvenue. Tu ne fais jamais de rêve? Mais je pense que, alors ça, je crois qu'on fait tous des rêves. Par contre, c'est possible qu'on n'en ait pas conscience et qu'on s'en souvienne pas. Mais je pense que tout le monde rêve, par contre. Voilà. Moussa, toi, tu es trop timide. C'est-à-dire, pourquoi tu te juges ainsi? La timidité, c'est de l'introversion, c'est-à-dire? Quel est le blocage? Quel est le frein pour toi? Ça se prononce sotte. Merci, Mickaël. On rêve toutes les nuits, de vrai, même si tu t'en souviens jamais. Oui, il me semble que c'est ça. Hein. La capacité à comprendre le sens profond de la vie et des écrits.
Je pense qu'on est tous, on comprend tous la vie, mais selon différentes perceptions et réalités. Et que pour le coup, il n'y a pas une personne qui comprend pas la vie ou pas. Il n'y a pas une histoire de. Peut-être qu'il y a des différences d'analyse, de profondeur, de perception des choses, mais dans le fond, à partir du moment où on est vivant, on fait partie de la vie et peu importe le degré de compréhension qu'on en a, on est intégralement plongé dedans. Et il y en a qui vont avoir une compréhension de la vie qui va être plus cérébrale, qui vont être plus analytique et qui vont être en mesure justement de faire des écrits, de développer, d'en parler. Mais tu as des personnes qui vont comprendre beaucoup mieux la vie sans être capables d'en dire un traître mot, mais parce qu'ils la vivront pleinement et qui seront dans le travail de la terre, dans l'action. Ils auront une connexion ultra vivante avec le reste du vivant sans en avoir pour autant conscience et être capable de le retranscrire, mais ce sera pleinement vécu dans la matière et je trouve que c'est tout aussi c'est une compréhension tout aussi noble que d'être capable soit de mettre des émotions dessus, soit de le retranscrire. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont dépourvus d'émotions, enfin ils pensent l'être, mais du coup ça se joue dans l'inconscient, enfin on appelle ça des sociopathes en somme, mais oui, il y en a, hein. Il y en a. Et le problème des personnes qui n'ont pas d'émotion, ça veut dire qu'ils sont privés d'empathie, ils sont déshumanisés complètement et ils font semblant. Ils savent très bien mimer l'émotionnel, mais ils ne le ressentent pas. Et il y en a beaucoup plus qu'on le pense, hein. La Terre est peuplée de personnes dont les émotions ont été, comment dire, castrées. Et du coup, ah oui, il y en a beaucoup, hein. Mais moi aussi je suis contente d'être en live. C'est vrai que ça faisait un petit moment, mais j'ai pas prévu de m'arrêter de sitôt. Vous allez continuer de me voir. C'est pas ta faute. Alors, qu'est-ce qui n'est pas de ta faute? D'être dénué d'émotions? C'est vrai que initialement, en fait, tout part de notre rapport aux émotions. Il est conditionné dans nos sociétés. Tu vois, elles sont pas libres. Il y a beaucoup de choses qui sont tabous. La colère est tabou. Pleurer, c'est mal vu. Ou c'est de la fragilité, de la faiblesse. Enfin, les choses ne sont pas à leur place. C'est ce qui fait que on a tendance à avoir des troubles émotionnels, mais très difficiles à distinguer parce que c'est intégré comme des normes sociales, des normes éducationnelles qui sont tout à fait banalisées et qui nous créent des blocages qui vont avoir des répercussions sur notre santé mentale et physique. Et le truc, c'est que par contre, une fois qu'on est adulte et responsable et autonome, on a le pouvoir d'aller les retrouver, d'aller les rechercher. Ça demande un travail sur soi, un travail intérieur. Et on parle pour ça beaucoup de l'enfant intérieur justement. C'est lui qui détient notre maturité émotionnelle. Et c'est peut-être pas de ta faute d'en avoir été coupé. Je te le concède, c'est lié à des traumatismes et des chocs émotionnels. Mais par contre, c'est ta responsabilité d'aller les récupérer pour redevenir sain intérieurement, une fois que tu es autonome. Comment définis-tu le succès lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un à aller mieux émotionnellement ? Eh ben, c'est à partir du moment, ça dépend d'où la personne part. Il y a des personnes qui ont aucune connexion avec leurs émotions, ils n'en ressentent aucune, et donc déjà un premier succès, ça va être de les reconnecter avec leur corps émotionnel. Ensuite, il y en a pour qui ils ont des émotions, mais ils les ont pas toutes. Moi, comment j'ai démarré chez moi, c'est par exemple un grand blocage que j'avais, c'était avec la colère. J'avais peur de la colère, j'avais jamais le droit d'être en colère, c'était tabou chez moi. Et quand il a fallu que je la récupère, parce que c'est important la colère pour se faire respecter, pour voir qu'on n'est pas d'accord, etc. Moi, c'était récupérer ma colère, par exemple. Et il y en a pour qui ça va être donc une émotion en particulier, en fait, revoir les croyances qu'on a associées à nos émotions et comprendre qu'elles ont toutes une raison d'être.
pour notre santé et qu'elles portent des messages. Elles sont censées être temporaires, ça fluctue, on a des émotions qui nous traversent et c'est ok. Ce qui est important aussi, c'est parfois chez certains qui les ressentent, qui savent pas les réguler derrière. Tu peux avoir quelqu'un qui ressent toutes ces émotions, mais excessivement, de manière excessivement intense, et chez qui ça cause des troubles dans la manière ensuite de quoi en faire. Et ça donne des dépendances, des addictions, ça donne des comportements excessifs de toutes sortes, maniaques. Bref, voilà, avec cette colère, agressivité et tout ça. Et en fait, c'est propre à chacun la manière dont on est en nous, en conscience et dans la maîtrise de soi. Voilà, il y a diverses problématiques autour de ça. Et la métaphysique transcende. Alors attends, j'ai dû louper. L'instinct est gouverné par l'émotionnel qui est régi par le mental. Et le métaphysique transcende. Waouh! As-tu toi-même traversé des blessures émotionnelles? Comment les as-tu surmontées? Ah oui, bah moi j'étais en vrac, hein. C'est pour ça que maintenant je suis en mesure d'aider les autres parce que qu'est-ce que j'ai traversé comme blessure émotionnelle? Je les avais toutes en fait: abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison, énorme culpabilité. J'ai été élevée dans la servitude, en gros. Moi, j'avais j'ai été élevée dans la prolongation de. J'étais objet, j'étais pas sujet en fait. C'est pour ça que j'ai coupé les liens avec ma famille, c'est que les autres êtres humains ne sont pas considérés comme des êtres humains, mais comme des objets à leur service. Et donc ça a été un long cheminement pour moi de retrouver mon humanité justement à travers le rétablissement de chaque émotion à sa place, chaque chose, voilà, revoir toutes mes croyances. Et donc, alors attends, tu m'as dit comment les as-tu surmontées? Étape par étape, à travers déjà la vie, mes expériences de vie, des conscientisations, mon éveil spirituel, l'écriture intuitive avec lequel je reprogramme mon inconscient, avec de la méditation aussi, le sport. J'ai commencé par soigner mon corps physique parce que j'avais des dépendances, donc des troubles du alimentaire, j'étais obèse, etc. J'ai commencé par le corps et ensuite après est venu l'émotionnel et enfin mes croyances. Enfin, quand je dis enfin et enfin, en vrai c'est un peu tout entremêlé, mais c'est couche par couche. All inclusive. Bah ouais, non mais moi j'en ai chié quoi. L'amour inconditionnel ne veut pas dire tout accepter. Ah je me tue à le dire ce truc là. On est bien d'accord. Une détox. Ouais, une renaissance, une nouvelle vie, ce qu'on veut, mais clairement, oui, il y a eu de tout là. Doit-on parler à l'enfant qui est en nous? Alors, ne vois rien comme une obligation, mais de préférence, c'est bien de renouer avec son âme d'enfant pour, retrouver son essence, tu vois, c'est l'enfant qu'on était qui détient notre vérité à nous. Et toutes nos aspirations profondes, avant qu'elles soient jugées, cadenassées ou qu'on se brime nous-mêmes, notre enfant, on avait un instinct, on était reliés à la vie d'une manière sans filtre, sans masque, qu'on a dû construire après pour s'intégrer socialement, professionnellement, dans nos relations familiales, professionnelles, amicales et autres. Et c'est pour ça qu'on parle d'enfant intérieur, mais c'est essentiellement notre corps émotionnel. Tout ce que tu aimais faire quand tu étais enfant, c'était naturel, tu vois. Tu te posais pas trop la question. Et du coup, ça t'allait bien, quoi. Ça te collait. Sauf si tu as été dès le départ, tu vois, conditionné à mon enfant, il aimera que le foot. Et elle fera que de la danse classique, tu vois. Bon, là, t'as pas eu trop le choix. Mais globalement, tu vois, si t'arrives à retourner un peu vers toi, instinctivement ce qui t'appelle, et que sans jugement tu t'y essayes pour expérimenter, tu peux de fil en aiguille retomber un peu sur tes aspirations profondes.
Bonsoir à toutes les belles âmes présentes pour écouter et partager la bonne humeur. Mais oui, mais bonsoir, comment ça, bonsoir, il est quelle heure chez toi, Moussaoui? Moi, il est 15h38. Et je vais bien, Jumila Roland. Et toi, comment vas-tu? Dans le cheminement normal, c'est l'esprit qui dirige le corps. Mais tu vois, déjà, là, il y a un problème. Parce que tu parles d'un cheminement normal alors que chacun a son propre cheminement. On a une vie qui est propre à chacun, unique. Et on a tous... tu vois, il n'y a pas de normes, tu vois. Dès le départ, quand tu dis un cheminement normal, déjà, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Il n'y a pas de cheminement normal. Il y a ton cheminement, il y a ta vie, ce que tu expérimentes, les compréhensions que tu en as. Et au fur et à mesure, ce que tu en fais. Mais l'objectif, c'est de casser les normes. C'est pas arrêter l'alcool qui m'a fait perdre du poids, c'est l'inverse, étonnamment. C'est que moi, ce qui m'a fait perdre du poids, c'est essentiellement le rééquilibrage alimentaire, on va pas se mentir, c'est ça l'essentiel. J'ai aussi fait beaucoup de sport, mais là, c'était plus pour tonifier ma peau, pour pas avoir trop de peau qui pend, vous voyez, les excédents de peau. Mais la perte de poids, c'est alimentaire. Par contre, pour réussir à stopper les troubles, il a fallu que je comprenne mon système. Et donc, j'ai d'abord analysé à quel moment se déclenchent mes crises, j'ai rattrapé mes dernières pensées. Quelle était ma dernière pensée avant de faire une crise? Ok, c'est ça. J'ai d'abord tout regardé. Est-ce que c'est toujours au même endroit? Est-ce que c'est toujours aux mêmes heures? Enfin, quels sont les éléments, machin. Une fois que j'ai analysé mon fonctionnement, j'ai mis en place des compensations saines. J'ai refait d'autres... connexion pour plus qu'il y ait stimuli, action, réaction, je mange. Non, on va faire autrement, Caro. Ok, t'as compris que là, t'as une fringale. Crée un espace-temps avant de céder. Reviens à toi et change la voie. On choisit autre chose. Et autre chose, c'était m'apporter du réconfort, m'apporter de l'amour, affronter mes pensées que je voulais pas, petit à petit, quoi. Mais en gros, c'est de l'amour de soi, quoi. Une fois qu'on développe de l'amour de soi, on n'a plus envie de se maltraiter. Et quand on comprend que tous nos mauvais comportements et toutes nos mauvaises habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient, ça peut être toutes sortes, hein, même des relations toxiques et autres, plus on s'aime, moins on accepte des mauvais traitements. Et donc, ça va de pair. En élevant ma fille, j'ai compris un truc incroyable, ce sont les enfants, les sages de ce monde, bien sûr. Moi, je l'ai vu avec ma nièce, bon, je la verrai plus, mais... c'est eux qui nous enseignent parce que ils sont complètement naturels, ils sont innocents en fait par essence, et donc ils ne portent aucun mal en eux. Et c'est nous qui avons des jugements sur ce qu'ils font en tant qu'adultes et en ayant été conditionnés. On porte des jugements sur ça c'est bien, ça c'est mal. Eux, ils sont juste en train de se laisser vivre et c'est nous qui leur apportons un cadre. Et les observer, c'est hyper porteur de... C'est révélateur en fait. Quand un enfant nous énerve, c'est qu'il y a quelque chose, enfin un enfant très bas âge, c'est qu'il y a quelque chose en nous que ça vient titiller, et c'est à nous d'aller voir pourquoi on n'est pas dans le lâcher prise, dans l'acceptation, etc. Bien sûr qu'on a une éducation à leur fournir pour qu'ils se développent bien et qu'on vit en société, blablabla, mais en soi, étant donné qu'un enfant sera toujours innocent et bien intentionné par essence, si on arrive à lui attribuer des mauvaises intentions, c'est que nous-mêmes, on a quelque chose à les regarder en tout cas. Pendant que je lui apprenais les maths, elle m'enseignait la patience, la tolérance, la joie, etc. Mais oui, c'est beau. Dieu merci pour l'éveil spirituel. Oui, moi l'éveil spirituel, il m'a sauvé la vie, mais je suis pas, enfin c'est un peu l'un dans l'autre, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu la vie sauve que j'ai eu l'éveil. C'est venu les deux d'un coup. Alors je vais pas parler politique, ça m'intéresse pas. Il faut un petit cadre quand même. Oui, non mais voilà, en fait nous notre rôle en tant qu'adultes, c'est de les maintenir en sécurité et de les responsabiliser, mais justement nous on doit leur offrir le cadre pour qu'ils s'épanouissent en tant qu'être, en tant qu'individu unique, et on doit pas on doit veiller sur eux, bien sûr, on doit faire en sorte qu'ils se développent du mieux possible, leur apporter un maximum d'outils pour leur développement.
Mais c'est plutôt dans le sens, je dis pas qu'il faut les laisser là, les négliger, au contraire, hein, je sais de quoi je parle. Mais ne pas les conditionner, enfin les façonner selon nos attentes de ce qu'on voudrait d'eux, mais plutôt les accompagner à ce qu'ils deviennent eux-mêmes dans leur individualité. Je sais pas comment l'expliquer. Salut Juju, bienvenue. Ben moi ça va et toi, comment vas-tu? Voilà, on rejette sur les autres ce qu'on veut pas voir chez nous, et ben souvent c'est ce qu'on rejette chez nous, et ben c'est ce qu'on va rejeter chez l'autre. Voilà. Donc quand on a une forme d'intolérance à quelque chose, et ben c'est qu'on ne se l'autorise pas non plus, et c'est important de voir pourquoi. Je pense beaucoup à ma fille en ce moment, je la vois pas pendant 2 semaines, elle me manque. Ah, vous avez une garde alternée du coup? Ah oui, c'est ça. Et du coup, sans indiscrétion, mais tu n'es pas obligé de répondre, c'est plutôt 2 semaines ou pas du tout? Peut-être qu'il y a... J'en sais rien. Moi, j'ai eu des parents séparés aussi, puis c'était un week-end sur 2, je voyais mon père sur le principe. Mais je sais qu'il y a toute forme d'arrangement après, selon les familles. Tu la vois 3 week-ends par mois normalement. C'est vrai que ça fait peu. Mais après ça c'est toi et ton organisation de vie de famille. Hein. Mais je comprends que du coup elle puisse te manquer et tu la vois peu. C'est vrai. Comment ne pas transmettre nos peurs à nos enfants? Ah, c'est intéressant ça. Pour éviter de transmettre ses peurs à ses enfants, ben, il faut soi-même se libérer de ses peurs et ne plus les entretenir et les cultiver pour soi, et du coup elles ne seront plus présentes. Une fois qu'on se rassure et qu'on se sécurise nous-mêmes, et ben on ne vibre plus la peur auprès des autres non plus, parce que on est confiant quoi. Et une fois qu'on est serein et qu'on a confiance, salut Mohamed, bienvenue. Comment dire? Est-ce que tu as un exemple précis d'une peur, par exemple, que tu aurais peur de transmettre? Toute séparation est compliquée avec un enfant. Ben, c'est compliqué, oui et non. Oui, mais toute séparation tout court est compliquée. Mais dès lors qu'on sait communiquer et s'exprimer, tu vois, un enfant, ça comprend très bien les choses. Dès lors qu'on met les mots dessus, adaptés à son niveau de compréhension à lui aussi, bien sûr. Un enfant, si tu le rassures, si tu lui expliques les choses simplement, il va très bien le vivre. C'est plus les parents qui vivent mal que les enfants d'ailleurs, en général. Bon, les enfants ont des séquelles et tout, mais sur l'instant, c'est plus les parents qui sont décontenancés, qui trouvent pas les mots, qui s'inquiètent et tout, que l'enfant, lui, s'adapte. Ça me rend un peu triste, oui, surtout que je ne mérite certainement pas ça. Mais j'accepte car j'ai compris que c'était mieux, et puis elle grandit. Tu vois, là, faut faire attention de pas tomber dans la victimisation, parce que c'est toi le père, c'est toi qui as eu, tu vois, je me permettrai pas de te juger ni de juger ta vie et de ce qui fait que ta situation elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais tu as forcément une part de responsabilité dans comment c'est aujourd'hui. Et trouver ça injuste, je comprends, parfois c'est le cas, mais dans ce cas-là, toi, voir quels moyens tu as pour améliorer les choses. Peut-être que tu peux trouver une nouvelle organisation, de nouveaux accords, et sinon, si tu dis qu'elle grandit, moi j'ai aucune idée de son âge à ta fille, mais trouver des moyens d'être en contact avec elle en dehors des moments où tu en as la garde, ça peut être par téléphone, ça peut être sur, je sais pas, tu vois. Si jamais elle fait des activités, tu peux peut-être la soutenir, aller la voir. Vraiment, j'ai aucune idée de son âge, mais si jamais, je sais pas, elle fait des spectacles, ou pas, hein, mais bon, enfin voilà. À envisager quoi, trouver des solutions plutôt que se morfondre sur la problématique. Souvent, la séparation, c'est un peu la guerre en général, ouais, bah ouais, parce qu'on n'est pas on n'a pas appris trop à gérer les conflits émotionnels. Dès qu'il y a de l'émotionnel, en fait, c'est compliqué parce que c'est encore très très mal appréhendé par... Il y a très peu d'adultes qui ont une maturité émotionnelle d'adulte. Si je suis très honnête, c'est très désagréable à entendre, mais la plupart des gens ont une maturité émotionnelle bloquée à l'âge de l'enfant. Et l'enfant très très tôt, hein. Souvent c'est entre 3 et 5 ans qu'ils sont bloqués émotionnellement, les gens. Tant qu'ils vont pas faire ce travail d'aller récupérer leurs émotions et se reconnecter à leur enfant intérieur. Moi, quand je fais par exemple des méditations pour aller
les chercher, les émotions. Les gens, ils peuvent avoir 50 ans, 60 ans. Quand tu les mets face à leurs émotions, tu as l'impression de parler avec une gamine de 3 ans ou un petit qui a 5 ans et ça redevient penaud et tu as des réactions vraiment très, très infantiles. Hein. Et c'est OK, hein. On fait de notre mieux. Et tout le monde a son expérience de vie et ses traumatismes. Mais c'est important d'en avoir conscience. Ma fille est autiste, je suis en contact avec son psychiatre, son AVS et son institutrice. Ok. Ben, déjà, tu vois, tu peux te féliciter et je trouve que c'est beau que tu t'impliques dans sa vie et que tu sois informé au moins des sujets importants pour son développement et t'es déjà, tu vois, impliqué dans tous les sujets qui vont être nécessaires à la bonne prise en charge de ses besoins à elle. Et tous les parents ne sont pas si investis que ça, malheureusement. Et déjà, ça, c'est tout à ton honneur, tu vois. Et si voilà, elle te manque et que t'aimerais renforcer le lien en passant plus de temps ou autre, ben vraiment, je t'invite à trouver des solutions pour le faire. Je pense qu'elle aussi, elle n'en sera que plus heureuse. Dès lors que tes intentions sont bien, tu vois, que c'est de créer du lien avec elle et de partager des bons moments, ben franchement, vous privez pas, quoi. Alors attendez, lui on le bloque aussi. Avec sa maman, la communication est compliquée, ouais. Le truc, c'est que l'enfant, elle est pour rien dans la situation parentale, si tu veux. Et ce qui serait bien, c'est que, ouais, peut-être que entre vous, ça peut être compliqué parce que vous avez votre vécu, vous avez votre histoire et autres, mais que pour la petite, au moins les relations s'apaisent quand il s'agit d'elle, parce que faut faire la part des choses entre votre relation à vous, et le fait que vous ayez un enfant, ça vous lie dans tous les cas et il faut l'accepter aussi et faire en sorte que ça se passe bien, au moins pour elle, parce que pour le coup, c'est votre responsabilité à tous les deux, cet enfant. J'ai toujours fait le dos rond et préservé son innocence. Moi, je suis gay, j'ai un mec, mes parents, ils savent pas encore. Eh ben, bonsoir, bienvenue. Et du coup, tu as une appréhension à faire ton coming out ou tu souhaites pas le faire. Écoute, sans toi, quelle est la problématique pour toi dans ce cas-là? Tu penses que ce serait pas accepté? En tout cas, sache que t'es libre, t'es dans ton droit, tu fais de mal à personne et tant que t'imposes rien aux autres, ni à tes proches, tu vois, ça c'est ta vie, ça te regarde et sens-toi libre d'être qui tu es pleinement dans toutes tes parts et le jugement des autres, en fait, ouais, c'est compliqué. D'après toi, qu'est-ce que tu risques en fait? C'est important de poser Je comprends que, tu vois, certains endroits, certains lieux, certaines familles, en fonction de certaines croyances et l'éducation reçue et autres, ben, ça puisse être un sujet tabou, en quelque sorte. Je le conçois. Mais, ouais. Je vais droit dans le sujet sensible. Ah. Ouais, le problème, c'est que on a peur. Dans ces cas-là, c'est la peur du rejet, je pense, pour ta situation. Car moi, j'ai 18 ans et mon mec, il a 28 ans. Donc finalement, c'est plus la différence, la différence d'âge que l'orientation qui serait délicate alors. Disons que clairement que sa maman a un schéma familial avec un papa absent et violent. Oui, mais ça, tu vois, là, t'es dans le... comment dire? Tu n'es plus avec sa mère et tu peux pas sauver les autres, ni la changer. Enfin, tu vas partir sur une explication de justification de sa mère, elle est comme si... ça, c'est juste, en fait, là, t'es matrixé parce que au final, tout ça, ça devrait même plus être dans ton champ, dans ton périmètre, ça devrait plus te préoccuper, ça devrait plus être dans tes, comment dire, dans ton champ de vision, quoi. La question, c'est plutôt toi.
Dans ce cas-là, comment tu te sens, qu'est-ce qui te pose problème dans les échanges, qu'est-ce que tu aimerais quelle amélioration t'aimerais voir dans... Alors, tu as toujours assumé et voulu être entièrement le père de ta fille. Yes, super ça. Et il me semble que tu le fais très bien dans la manière dont... Enfin, tout ce que tu as dit jusqu'ici, c'est... Ouais. Bah, c'est top. Ben si psychologiquement cela atteint l'enfant. Oui, mais dans ce cas-là, c'est en amont, en fait. Il faut bien choisir les parents. On fait pas des enfants avec n'importe qui. Et c'est là où on n'est pas assez averti, visiblement, parce que les relations sont relativement chaotiques. Beaucoup de gens ont des troubles, bon bref. Mais il y a un truc où aussi il faut arrêter de se dédouaner sur l'autre en face, c'est que si on attire une personne à un moment donné, c'est que on a une vibration qui résonne avec. Et dans un couple, quoi qu'il arrive, ce sera toujours du 50-50, la responsabilité. Enfant ou pas enfant, à partir du moment où on a une personne en face qui est toxique, c'est que nous-mêmes, on a une part de toxicité. Désolée si c'est désagréable à entendre, mais moi, je sais de quoi je parle. Je suis restée 10 ans avec un homme qui m'a maltraitée parce que je l'ai laissé me maltraiter. Et là, c'est ma responsabilité. Donc, on était toxiques tous les deux, bien que moi, j'allais pas lui faire du mal de la même manière. J'allais pas le maltraiter. En revanche, je lui mettais pas de limite. Donc, j'étais toxique pour moi-même. Et ça lui a autorisé le fait de l'être aussi envers moi. Et ça, c'est ma responsabilité. Et j'avais qu'à choisir. C'est bien moi qui l'ai choisi, c'est bien moi qui suis restée avec. Donc, certes, je lui jette la pierre, mais à 50%, parce que 50% du reste de la situation, c'est moi. Et tant qu'on n'en prend pas sa responsabilité, on peut pas changer, on peut pas voir où est-ce qu'on a notre pouvoir d'agir pour éviter de reproduire les schémas, retomber dans les mêmes cycles et voilà quoi. Moi, je mets en priorité le bien-être de l'enfant. C'est peut-être aussi pour ça que j'en ai pas. Mais moi aussi, hein, les enfants, priorité numéro 1 parce qu'ils sont vulnérables. Et ils sont des enfants. Ce sont des êtres humains comme tout le monde, mais ils sont en développement. Et c'est là où ils sont plus vulnérables que des adultes, bien que tous les adultes n'aient pas fini de se développer correctement. En l'occurrence, un enfant n'est pas responsable. Tu vois, c'est l'exception qui confirme la règle qu'on est tous responsables à 100% de nous-mêmes, etc. Sauf quand on est enfant parce qu'on est en développement. Et c'est aux parents ou aux personnes responsables d'accompagner l'enfant à ce qu'il se développe correctement. Et quand on est enfant, on est innocent. Par essence, par nature, on est en développement, on apprend. Et on ne peut pas être coupable. Par contre, une fois qu'on est adulte, là, désolé de vous le dire, tout autant que nous soyons, on est 100% responsable de notre personne, de notre corps physique, de notre corps émotionnel et de notre corps mental. Et à partir de ce moment-là, oui, peut-être que on vit des atrocités et ça, je suis totalement d'accord. Des fois, on est victime de choses affreuses, mais le truc, c'est que ça va servir à rien de se lamenter, à part ne pas sortir de la situation, continuer de lui donner du pouvoir, nourrir de la haine et de la rancune, nous enfoncer, sombrer. Si vous voulez avancer dans vos vies, il faut prendre votre responsabilité et quand bien même des fois c'est difficile et désagréable, ça veut aussi dire reconnaître que même si on était au mauvais endroit au mauvais moment, éviter la prochaine fois d'être à ce moment-là, à cet endroit-là. Que ça serve de leçon, vous voyez, sans se culpabiliser, sans se rendre... Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je mets en priorité... Oui, ça j'ai lu. Voilà, jusqu'à dire stop à tout cela, c'est vrai. J'ai appris beaucoup. Ah tant mieux si c'est apaisant. Là il y a une classe où je sais pas, plein d'enfants qui passent. Bonjour, des conseils pour moins culpabiliser, de se détacher de ce type de personnes? Oui. Ah, attendez, je dois faire un puzzle. Au plaisir papa, plaisir partagé, hein, n'hésite pas, tu es le bienvenu. Ouais, non, mais vraiment, il y avait toute une classe qui est passée comme ça. En plus, ils sont hyper nombreux. Je pense qu'ils sont moins 50 là.
Bon, enfin bref. Des conseils pour moins culpabiliser de se détacher de ce type de personnes, yes. Alors, premièrement, alors j'ai plein de choses à dire sur ça. Qu'est-ce que je suis inspirée à vous dire? Pour ne pas culpabiliser, déjà comprendre que personne n'est parfait et qu'on fait tous de notre mieux. Savoir que s'aimer, c'est aussi savoir dire non à ce qui ne nous convient pas et que dire non, c'est pas devenir méchant. En fait, poser ses limites, c'est pas être méchant ou faire du mal, c'est sain. Parce que si on pose pas de limites, on devient comment dire, on ne se respecte plus. Et ces personnes-là, en fait, ces personnes-là, quand bien même elles pensent pas être mal intentionnées ou même si elles sont très gentilles, à partir du moment où quelqu'un te nuit ou une personne, sa présence te fait plus de mal que de bien et que tu sens que la situation ne peut pas s'arranger parce que la communication soit est à sens unique, soit tu vois que les actes ne suivent pas les paroles, etc. Et comprendre que on peut pas changer les autres et personne ne mérite de se sacrifier pour n'importe quelle relation, quelle qu'elle soit, en fait, on mérite d'être heureux, on mérite d'être libre, on mérite le meilleur. Et on est vraiment nombreux sur cette planète. On mérite de trouver des personnes avec qui évoluer nous est porteur, avec qui on peut s'épanouir dans la paix et le respect. Et c'est même un strict minimum que parfois on oublie ou dont on n'a pas conscience parce qu'on en a peut-être manqué ou que nos normes, souvent c'est parce qu'on a eu des exemples, on a des normes, mais dit-on qu'il y a foule. Nos normes ne sont pas une norme normale, et donc on accepte des choses inacceptables en pensant que c'est normal. Mais la seule chose que tu dois accepter, c'est de te sentir bien en présence de qui que ce soit. En fait, personne n'a le droit de nuire à ton propre bien-être. Voilà, c'est important aussi, Mickaël, toujours des commentaires pertinents. C'est important d'apprendre à vivre avec nous-mêmes, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu te sens bien avec toi-même, tu n'auras plus peur de quitter les autres parce que tu n'auras pas peur d'être seul. Et pour ça, ça demande aussi de apprendre à se connaître, de se faire confiance et se retrouver soi. Peut-être que tu te sépares pas directement de manière tranchante d'une relation abusive ou autre, mais que tu commences par prendre de la distance petit à petit en te sécurisant toi, en te rassurant. Il y a vraiment tout un tas de... En fait, le problème de ça, c'est que c'est très général et il y a vraiment un tas de leviers pour apprendre à s'aimer et retrouver la confiance en soi pour se sentir... apte à se détacher dans une relation, mais ça va dépendre de ce qui t'attache à cette relation. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est financier? Est-ce qu'il y a du chantage? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Est-ce qu'il y a du sacrifice? Est-ce qu'il y a de la dépendance? Enfin, tu vois, comment c'est mêlé? Et ça, c'est propre au système de croyance en place chez chacun. Cet été, j'ai traversé en avion avec mes 2 neveux. Je ne suis pas père, je suis leur oncle et j'ai la peur que je fasse mal. Alors ça, c'est mignon, tu vois. Ça, c'est un manque de foi finalement. Mais dès lors que tu es bien intentionné et que tu peux te faire confiance, parce que là, c'est trop mignon, tu as de belles intentions, ça va être un super moment. Moi, je trouve que c'est une idée extraordinaire. C'est un rôle magnifique d'être tata, tonton, oncle, tante. Et vraiment... je comprends si c'est pas tes enfants en plus, tu vois, t'as cette responsabilité de te dire je veux qu'il leur arrive rien et tout. C'est presque de l'excès d'amour quoi. Mais franchement, fais-toi confiance et si ça peut te rassurer un peu, prévois un peu les choses, cadre les choses, c'est-à-dire que sécurise un maximum de choses en amont, de type est-ce que j'ai bien les sièges auto, vérifie que t'as de quoi les nourrir, enfin les trucs de base quoi. Et puis n'hésite pas aussi, tu peux demander de l'aide, tu peux essayer de ne pas être tout seul aussi. Tu peux demander aux parents, tu peux demander à des amis à toi de participer aussi si ça te rassure, etc. Mais vraiment ça va être super, fais-toi confiance, c'est trop cool moi je trouve. Mais oui, hein, les actions des autres, ça dit tout d'eux, ça dit rien de nous. Enfin, en soi,
On n'est pas responsable de comment les autres se comportent ou nous traitent. Faut pas toujours prendre personnellement. Des fois, faut juste se barrer aussi, quoi. Et pour ça, faut connaître sa valeur pour pas rester dans des situations chaotiques. Et c'est un processus, étape par étape, exactement. Ah bah merci, Injia. Ils m'écoutent plus que leurs parents, bien que je ne suis pas père. Ils écoutent encore mieux. Bah voilà, tu vois. Si tu te fais confiance, ils vont te faire confiance. Si t'inspires, tu vois, les enfants, c'est des éponges énergétiques, émotionnelles par excellence. Et donc moi aussi, ça me faisait ça avec ma nièce. À chaque fois, ils étaient là, ah là là, elle écoute pas, elle écoute pas. Moi, je lui disais un truc, bim, direct, parce que j'étais sincère, je le vivrais vraiment. Moi, si ma nièce, je lui dis, c'est l'heure d'aller dormir, est-ce qu'il te manque quelque chose, machin, eh ben non, c'est bon, j'ai tout, super, bonne nuit, bisous, et elle dort. Ma mère, elle lui disait va dormir, ça partait en chantage, crise, pipi, et non j'ai soif et machin et tout, l'enfer. Et donc si en plus toi t'as déjà l'expérience qui te prouve que ils t'écoutent, ça se passe bien, vous avez un bon relationnel, t'es rempli de bonnes intentions envers eux, vous allez passer un super moment, c'est cool. Non vraiment tu peux y aller tranquillement, sereinement, tu sauras gérer quoi qu'il arrive, tu vois. Puis en plus quand t'es entouré d'enfants, tu peux facilement demander de l'aide. Les gens sont vachement compréhensifs, surtout ceux qui en ont déjà eu. Ils sauront te filer un coup de main en cas de besoin, te renseigner, te donner des conseils. Puis t'as Internet aussi, etc. quoi. Le tout, c'est que tu les maintiennes en sécurité, que tu les quittes pas trop des yeux, que tu les surveilles. Après ça, ça reste que, tu vois, des appréhensions, mais c'est légitime. C'est normal que t'en aies, en fait. C'est naturel et sain. Si t'en avais pas, ça voudrait aussi dire que d'un côté, tu t'en fous. Et c'est ok. C'est mignon. Moi, je trouve ça hyper touchant que tu veuilles bien faire à ce point-là, tu vois. C'est sain. Donc, c'est ok. Je crois qu'il n'y a aucun parent qui a jamais eu peur de mal faire, tu vois. Sain, un parent sain qui aime ses enfants, il a toujours peur de mal faire et il fait de son mieux et c'est ça le mieux. Ce sera toujours, tu vois, si tu fais de ton mieux, c'est parfait déjà. Les enfants veulent juste s'amuser, s'émerveiller et apprendre. C'est ça, c'est que en plus les enfants pour le coup, ils sont autant des adultes, ils peuvent avoir des attentes, des codes, des machins, des conditionnements qui peuvent être ronchons et se plaindre. Oh on avait prévu ça, puis finalement on a du retard et machin et stressé. Et il pleut, mais il devait faire 20 degrés, mais il fait que 15. Et purée, et les enfants, oh là, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Ce qui compte, c'est, tu vois, le moment présent, l'amour que tu as à leur partager, l'instant, et puis ils vont s'adapter et que toi, ils vont pas se contrarier pour des trucs d'adultes, quoi. Ouh, pardon, je vous ai shooté avec mon pied. Je suis l'oncle, le tonton, mais il m'écoute quand même. Ben c'est parfait. Super. Enfin voilà. Moi je crois que je vais vous laisser parce que je suis en nature et ma batterie se décharge petit à petit quand même. Oh Isto, ah bah ça va et toi? Bon, je reste 2 minutes pour te dire coucou. Quand ma fille fait chonchon, je m'émerveille pour n'importe quoi et ça marche toujours. C'est quoi faire chonchon? Ça a l'air tellement chou. C'est une expression que je connais pas. Elle fait chonchon? C'est quoi comme expression? Mais c'est mignon. Mais oui, c'est attendrissant les enfants, c'est rigolo. C'est boudé. C'est mignon ça. Bah ouais. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, en tout cas pas de la manière dont on s'y attend et du coup parfois ça arrive à tout le monde, c'est la frustration. Ah là là. Et moi je vais vous laisser. Mais au plaisir, pour ceux qui souhaitent sur un prochain live, ça m'a fait plaisir de passer un moment avec vous. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à tous et à toutes de prendre bien soin de vous. Et puis voilà, belle journée à tous.